Alors, je vais accueillir maintenant Eddy Montigny, qui est également agronome, spécialisé en agroécologie, agriculture biologique et professeur à la Haute École provinciale de Namur. Et Eddy est aussi à l'origine d'un centre de recherche, le centre BRIOA, un centre de recherche sur l'agrologie et l'agroécologie et l'agriculture biologique, et fondateur de la marque Graines de Curieux, dont vous avez pu goûter des biscuits en prenant votre café ce matin ou en début d'après-midi. Voilà, je te donne la parole donc pour une intervention complémentaire un peu à celle de Catherine sur le volet plus agronomique et technique. Merci. Merci d'abord pour cette invitation et pour l'initiative de ce colloque. À titre personnel et pour y être impliqué à pas mal d'échelons, je connaissais l'ampleur du problème, mais je ne l'imaginais pas avec toute cette portée-là. Et donc, je pense que ce qu'on peut déjà retenir là maintenant, c'est que toutes les personnes présentes à ce colloque-là ne peuvent plus dire qu'ils ne savent pas. Ce problème, il est bien installé. Je pense qu'on peut agir tous à notre façon, mais dès lors qu'on utilise un produit phyto, qu'il contienne des PFAS ou pas, on doit être responsable en l'utilisant. Je pense que ça, c'est un des chouettes moments de ce colloque-là. Pour le reste, c'est vrai que c'est un peu dur à digérer quand même, hein. Donc voilà, je vais vous inviter vers un petit tour de plaine de différentes pratiques. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas être consensuel à tous les niveaux. Et il faut admettre qu'il y ait une dualité d'agriculture dans notre société, et je l'assumerai pleinement. Donc on voit cette agriculture qui évolue. On est parti d'une agriculture conventionnelle après-guerre pour nourrir la population. On est passé par un stade d'agriculture intégrée et puis de raisonnée. Finalement, c'est le conventionnel 1.0, 2.0. Je pense que c'est un terme qui est assez usuel de faire des mises à jour maintenant. On en arrive maintenant à une agriculture conventionnelle 5.0 avec l'agriculture régénérative. Et finalement, si je rebondis sur un colloque que Canopéa avait organisé précédemment sur l'utilisation des produits phyto, et je pense qu'il y a un panel d'intervenants qui y figurait aussi ou qui organisait, on se rend compte qu'il n'y a pas une réelle diminution des pesticides, tout au mieux une stagnation, mais sachant que ces pesticides ont été nettement améliorés en termes d'efficacité, on se pose la question de savoir, tiens, oui, finalement, est-ce que c'est une bonne piste, ces plans de diminution de phyto? Et finalement, est-ce que tous ces termes qui sont utilisés, de l'écologiquement intensif au régénératif, est-ce que ce n'est pas une recherche d'une meilleure image de l'agriculture conventionnelle en général? Parallèlement à ça, 1920, Steiner commence à discuter, à se faire connaître, et on commence à parler de prémices de l'agriculture bio. Et ce qui est intéressant, parce que finalement c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est que c'était les premières réunions qui concentraient des agriculteurs, des médecins, mais aussi des consommateurs. Et ça, c'était quelque chose d'intéressant. Et dans les panels de discours actuellement, parfois il y a des clivages au grand nom de la science et de la spécialisation de chacun. Mais je pense que l'agriculture doit continuer et doit être le maître mot de la production alimentaire. Et donc, dès lors, il faut que tout le panel soit réuni. 1946, on voit la Soil Association qui met les préceptes de l'agriculture bio en Angleterre. 72, Nature et Progrès France rédige le premier cahier des charges sur l'agriculture bio au monde. 1991, l'Union européenne adopte le premier règlement qui coordonne l'agriculture biologique au sein de l'Europe. Et actuellement, on en arrive à fusionner deux termes qui sont l'agroécologie bio, parce qu'il est vrai qu'on peut faire du bio sans nécessairement faire de l'écologie et finalement se foutre un petit peu de différents paramètres sur le parcellaire, notamment comme Catherine en parlait. Donc c'est important de bien faire cette évolution pour pouvoir expliquer l'agroécologie bio. D'une part, c'est une agriculture qui repose sur un cahier de charges, qui interdit l'utilisation non seulement de produits phyto, de synthèse, mais aussi d'engrais de synthèse. Et j'aimerais pousser un peu plus loin la réflexion de peut-être restreindre, voire même éviter toute utilisation de produits phyto, même tous les cocktails de micro-organismes, parce qu'on a déjà joué avec ça avec les coccinelles. Et ouvrez votre fenêtre et vous allez vous rendre compte qu'on ne maîtrise pas tout. Les coccinelles asiatiques ont bien pris le dessus sur les coccinelles européennes. Celles-là, on les voit. Tout ce qu'on injecte dans les sols,
au grand mérite de favoriser la minéralisation, etc. On ne le voit pas, et peut-être qu'on se retrouvera dans quelques années, ou pas, vu ce qu'on a entendu ce matin, pour discuter justement du bienfait ou des effets néfastes de ces cocktails-là. Donc l'agriculture, dans ce cas-ci, s'intègre à son milieu ou l'améliore. C'est pas le contraire. On ne va pas arracher des tas de haies, détruire le territoire comme Bruno le citait tout à l'heure. C'est vrai que le système agricole est un territoire clairement très, très appauvri, qui n'a plus de robustesse, plus de résilience, et on se situe sur des systèmes qui sont très fragiles. On produit aussi une nourriture locale, saine et valorisée localement. Là aussi, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que tout ce qui est produit localement n'est pas sain et n'est pas dénué de produits phyto. C'est extrêmement important à mes yeux de le citer clairement et fortement. Dans le cas qui fait que je vous explique ceci aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer juste une approche globale qui finalement entraîne énormément de remises en cause par rapport à ce qu'on a appris et d'actions à entreprendre. Et quand je dis des actions, c'est parfois aussi du lâcher-prise, parce que on travaille avec la nature et c'est elle au final qui imposera sa dernière volonté, sa dernière loi ou ses contraintes. Et donc l'homme, et j'ai mis entre parenthèses l'argent parce que je me demande finalement qui fait bouger quoi, l'homme ou l'argent n'est plus la seule préoccupation. Toutes nos actions ont une conséquence, ont des conséquences qui jouent en cascade sur le milieu-là. Et ce milieu qu'elle a illustré en dia représente une des fermes que je gère, la reprise initiale de la gestion de cette ferme-là. Et vous voyez, bon, rien de très extraordinaire, c'est un parcellaire tout à fait classique. Et en le reprenant, il était composé essentiellement de betteraves et de pommes de terre. Donc voilà, deux cultures assez classiques chez nous, pour finalement en arriver en 2025 à un parcellaire qui a fortement évolué et qui évolue toujours. Vous voyez dans la trame en transparence que j'avais mis en place toute une fragmentation du parcellaire pour tenir compte des écoulements d'eau au sein même de ce parcellaire. Et au fur et à mesure de mes pratiques, je me suis rendu compte que cette division du parcellaire qui au départ avait été faite rationnellement parce que j'avais une route qui desservait toutes ces parcelles-là, et donc c'était un choix de simplicité. Ça ne correspondait pas aux lois de la nature, et je me retrouvais avec toutes mes parcelles en bas de pente qui étaient inondées, ou en tout cas fortement humides en sortie d'hiver, ce qui m'évitait de faire des travaux à bon escient. Et donc on a décidé de revoir le sens du parcellaire pour installer là tout un gradient d'utilisation de l'eau, parce que simplement cette eau, elle a une grande valeur dans les systèmes agricoles. Jusque maintenant, elle a été gérée pour l'envoyer le plus vite possible au point bas et après ça dans le premier cours d'eau qui tombe. La réflexion ici, elle est tout à fait différente. Parfois, on en a beaucoup trop, mais parfois, on n'en a pas assez. Et donc, l'idée, c'est de la maintenir le plus longtemps possible dans la proportion de bassins versants que moi, je peux gérer à mon échelle. Et donc, ce qui est extrêmement important, et je ne vais pas revenir sur tout ce que Catherine vous a expliqué, ce sont les relations sol-plante et environnement. Tout doit être mis en place pour que la plante, dans le meilleur des cas, ne connaisse pas de stress. Et étant donné qu'elle ne connaît pas de stress, elle est moins sensible aux attaques, que ce soit de ravageurs ou de champignons. Donc, ça veut dire, en effet, que le sol est un fil rouge, mais il n'y a pas que le sol, parce qu'à ce moment-là, on parle juste d'agriculture de conservation. On parle de tout le biotope en général. Et dans mon cas, à l'exception de 2 fois où j'ai utilisé un mollucide, parce que cette année, on avait une énorme pression de limaces, je n'ai jamais utilisé de produits phyto, même bio, depuis à peu près 13 ans de carrière comme chef de culture. Donc voilà, c'est possible de le faire, mais il faut le vouloir. Alors, la question de la matière organique est aussi fondamentale. En Angleterre, on appelle l'agriculture bio l'agriculture organique. Elle est fondamentale parce que c'est une denrée rare, c'est une ressource qui est renouvelable, mais qu'il faut gérer avec parcimonie. On a mis en place différents essais qui permettent justement de fabriquer cette matière organique ou d'utiliser des couverts comme fertilisants sur d'autres parcelles en améliorant les choses. Donc, j'invite ceux ou celles qui sont intéressés à prendre contact avec moi-même ou avec le BRIOA pour en discuter. Mais cette matière organique-là, on ne peut pas l'utiliser et se dire, tiens, oui, on va remplacer 200 unités de NPK en conventionnel par la même chose en bio. C'est faisable, il y a les mêmes caractéristiques sur les sacs d'engrais en bouchon du commerce,
mais la logique n'est pas la même. On ne travaillera pas comme ça. Les rotations longues, Catherine, tu en parlais aussi. C'est vrai que c'est un des principes de l'agriculture bio, mais quand on combine tout ça avec des engrais verts, des sols couverts en permanence et aussi des associations de cultures multiples, il y a un peu moins d'intérêt à avoir des rotations très très longues parce qu'au final, on retrouve non pas une plante pendant 5 mois sur une terre, mais un cortège de plantes qui se renouvellent et dont les racines restent un peu plus longtemps avec les exudats, les relations mycorhiziennes, etc. Enfin bref, l'effet est à long terme et je pense que le système-là devient très robuste. Et tout ceci ne peut exister que si on sait valoriser ça d'une façon intéressante. Et là, interviennent les filières les plus courtes possibles pour pouvoir valoriser des productions que les filières classiques ne concentrent pas. Débarquer avec une benne de lentilles chez Wallagri, et je vous garantis qu'ils ne savent pas dans quel coin la mettre. Donc il va falloir, avant de semer, savoir vers qui vous allez amener vos bennes. Alors, tout le monde, parfois, il y a beaucoup de gens qui vont manifester pour des contraintes environnementales et autres. Je pense notamment aux mesures anti-érosives et aux fameux trucs qui étaient passés il y a quelques années. Moi, je ne fais pas partie de ce lot-là. À la limite, je ferais même bien partie du lot inverse, parce que je trouve qu'on est quand même assez bien gâté ici à l'échelle de la région wallonne en termes d'outils d'aménagement. Quand on fait le bilan là sur cette ferme à Upigny, et je n'ai pas compté les DPU et autres primes du premier pilier. Si on fait le total, avant même de semer quelque chose, et je ne suis pas chasseur de primes, je dis juste que mon système agricole que je mets en place coche toutes les cases qui me permettent d'accéder à ces primes-là. Je peux aller chercher 1 400 € de l'hectare, et je ne compte pas là-dedans les revenus liés à la production. Donc, il faut être vraiment crétin maintenant pour se dire que l'agriculture et l'environnement sont deux choses qui sont inconciliables. Je veux dire, tout chef de culture, tout agriculteur devrait prendre une feuille et se dire, tiens, si je réfléchis un peu à mon système, à mon parcellaire ou à des choses comme ça, je vais d'une part gagner de l'argent que je ne gagnerai pas en faisant autrement, et d'autre part, je vais éviter des problèmes parce que simplement, voilà, les écoulements d'eau ne seront plus aussi conséquents, parce qu'il y aura des auxiliaires, enfin, pour toute une série de raisons. Donc, l'environnement et l'agriculture, ce n'est plus dissociable, à mes yeux en tout cas. Après, votre point de vue est discutable et je m'en remets à chacun de vous. On aura l'occasion d'en discuter, j'ose espérer. La rotation longue, ça inclut pas mal de cultures, 2 grandes classes de cultures, une orientation alimentation humaine et une orientation alimentation animale ou autre. Et vous voyez, là, il y a des choses qui sont assez classiques, des choses qui le sont un peu moins, mais qui permettent vraiment de tirer le meilleur profit, d'optimiser plutôt le fonctionnement des sols en alternant des plantes qui sont gourmandes, couvrantes ou patati patata. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans le détail agronomique à ce niveau-là, mais sachez que c'est pas très difficile techniquement parlant. Je veux dire, il y a des tas de gens qui se posent la question, tiens, si on vire 2-3 molécules actives de la culture de betterave, mais qu'est-ce qu'on va faire pour remplacer la betterave? Regardez, il y a quand même des alternatives. En gros, on mangera autre chose que du sucre ou on mettra autre chose dans notre café que du sucre. Mais en tout cas, il y a des alternatives à la culture de betterave. Il faudra peut-être 2-3 années pour que ça s'établisse et qu'on fasse quelque chose de toutes les installations qui sont en place. Mais il y a des solutions. Je pense que ça, c'est assez clair. Et c'est rassurant, d'ailleurs. Alors, des vœux et des questions pour 2025. Je gère différentes fermes qui sont des fermes de grande culture sans élevage. Et je pense qu'il y a de la place pour repenser l'élevage et les systèmes polyculture-élevage, pour donner accès aux terres à des gens qui veulent se lancer dans l'élevage, mais qui n'ont pas accès à cette profession-là ou aux terres, ou en tout cas aux bâtiments, avec les coûts que ça engendre. Je pense qu'en revoyant nos systèmes de production, on peut très très bien réintégrer des tas d'animaux dans le paysage, et pas nécessairement
dans l'image qu'on a tous, en tout cas de fermes conventionnelles avec des concentrations d'animaux dans des bâtiments, mais plutôt dans les images qu'on voit sur les boîtes de lait Joival, par exemple, d'une vache bien dans son pré, avec une rivière bien bleue qui coule, avec des arbres et des fleurs. On est quand même loin d'imaginer des stabulations en zéro grazing derrière une boîte de lait Joival. Donc bon, voilà, il y a encore peut-être des efforts à faire en termes de communication. Les filières, elles existent, mais elles sont trop peu nombreuses encore. Donc, allez-y, réfléchissez, un petit packaging de 3 machins, et allez-y, je ne demande que ça. Si vous voulez quelques bennes de ce que vous voulez, on peut l'imaginer et le mettre en culture, mais mangez-les surtout, mangez-les. Et là aussi, il y a du boulot, mais heureusement, il y a quelques filières qui voient le jour et qui commencent à être bien visibles. Donc, en effet, bio et agroécologie, mais le plus à son importance, il faut que les deux soient associés. C'est une combinaison qui coche vraiment toutes les cases de la durabilité et qui garantit vraiment aux consommateurs une alimentation exempte de pesticides. On va élargir le débat, évidemment, aux pesticides en général et pas juste aux PFAS. Voilà. Alors, la question a déjà été posée, mais j'ai encore envie de la poser, et encore plus fort après tout ce que j'ai entendu ce matin. Mais pourquoi est-ce que ça ne se propage pas, ce modèle-là? J'en sais rien. Quid des référentiels? C'est vrai qu'on s'est déjà un peu confronté à différentes choses. Il y a des référentiels qui sont bien en place à différents niveaux, avec une grosse inertie. Comment bousculer l'ordre établi? Si vous avez des réponses ou que vous voulez participer à la mise en place de certaines réponses, pareil, vous êtes les bienvenus. Avec une idée, c'est aller plus vite, plus loin, et surtout sans perdre son temps. Si, à l'issue de ce colloque-là, on en retient que la situation est grave, c'est déjà très très bien, mais vous tous qui allez vendre des phytos, enseigner l'agriculture conventionnelle à vos élèves, comment faites-vous pour vivre avec ça après? Moi je suis assez à l'aise avec ça. Chaque matin que je me lève, je n'utilise jamais aucun produit phyto, et donc je peux dire à mes enfants, écoute, moi je participe pas à ça. C'est peut-être un peu égoïste de ma part, mais j'ai envie de le dire quand même, parce que je pense qu'il y a un moment où ça devient quelque chose d'assez intéressant comme démarche, et engagé surtout. Et donc, je pense qu'il faudrait penser à réécrire une autre agriculture, et qui se détache très clairement du mainstream. Et donc, cette réécriture-là, c'est partir d'une page à peu près blanche. Il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait. Il y a quand même de belles avancées techniques, humaines et autres, mais peut-être pas se fier sur ce qui a déjà été fait. Et je vais prendre quelques exemples qui vont l'illustrer. On a des vergers bio Bastige qui existent, mais qui demandent une utilisation extrêmement importante aussi de produits phyto, même s'ils sont agréés en bio. Et en fait, la question qu'il faut se poser, c'est se dire, mais si un traitement phyto est nécessaire à une aussi haute fréquence, est-ce que mon système correspond bien aux exigences du bio? On prend le corollaire, on a des vergers fruitiers haute tige, et c'est génial, ils s'en plantent des milliers et des milliers d'arbres actuellement parce que les filières voient le jour et assurent les débouchés, zéro traitement. Et en plus de ça, c'est encore mieux, on produit du lait, de la viande, des œufs, enfin, différentes choses sous ces arbres-là. Ce sont des systèmes qui sont beaucoup plus robustes. La pomme de terre, on en a déjà parlé tout à l'heure. Effectivement, il y a des variétés robustes dont l'industrie n'est pas très, très friande. Bon, voilà, on va pas faire le débat là-dessus. Et puis, les poulaillers, il y a des tas de façons d'élever des poules ou des poulets qui ne nécessitent pas un bâtiment où on concentre des animaux. Et je ne suis pas là pour donner la raison aux végétariens. L'animal et le fumier a toute sa place dans les systèmes agricoles. Et un système agricole fort, c'est de la polyculture élevage. Il faut le maintenir. L'autre secteur qui doit un petit peu changer ses codes, c'est le secteur industriel. Jusque maintenant, c'est l'agriculteur qui s'est adapté, ou en tout cas, on lui demande de s'adapter à l'industrie. Est-ce qu'on n'inverserait pas la tendance? Jusque-là, il y a moins de 10% de céréales qui sont valorisées chez nous en boulangerie. Si on inversait les tendances, et on a déjà fait des tas d'expériences, il y a très longtemps déjà, et il n'y a pas si longtemps que ça, on peut faire un excellent pain avec du triticale ou avec une céréale qui ne fait pas 10% de protéines. Donc ces critères technologiques ne répondent que aux besoins de l'industrie. Ils ne répondent en rien à des besoins alimentaires. Vous serez tout aussi bien alimenté avec ces pains à basse qualité technologique qu'avec des pains ballons qu'on trouve dans n'importe quelle grande surface. Un soutien politique couplé à une réflexion locale pragmatique. Je relance ce fameux débat sur la lentille.
J'ai interrogé justement Graines de Curieux avant-hier en connaissant un peu la production. Grosso modo, 150 tonnes produites ici en région wallonne. Je pense que c'est un des plus gros producteurs actuellement de lentilles. Combien est-ce qu'on en consomme, à votre avis, en Belgique? Tu l'as écrit. Mais j'en ai aucune idée, en fait. Et j'étais très stupéfait tout à l'heure qu'on me sorte des chiffres aussi précis sur l'utilisation, la consommation de produits phyto. Mais par contre, sur, tiens, combien est-ce qu'on mange de kilos de pain, combien est-ce qu'on mange de kilos de lentilles par an en région wallonne ou en Belgique, personne ne peut me sortir la donnée. Pourtant, si on se dit, tiens, on veut promouvoir tel type d'agriculture, ben, là, l'équation, elle est vraiment très, très simple à faire. On en produit 150 tonnes maintenant. Ben, s'il nous en faut 1000 tonnes à l'échéance de 3 ans, bah, on a là un challenge qui est devant nous et qui n'est pas très, très difficile à atteindre au final. C'est juste un peu de l'accompagnement et ça passe. Et donc, bah, fatalement, ça demanderait de restreindre des importations parce que, bah, oui, on est en concurrence avec de la lentille turque, avec des lentilles produites autre part, sous d'autres modes de production, même s'ils ont le cahier de charge bio. L'autre base, c'est la formation et la communication. Toute la société, et pas que la société agricole, est déconnectée par rapport à la nature. Et comme je le disais dans les premières slides, ce type d'agriculture-là, c'est une agriculture qui est ancrée dans la nature. On n'est pas là pour bousculer la nature ou la transformer, on est là pour s'y ancrer. Or ça, c'est une valeur, je pense, qui a été perdue, mais complètement au fil de l'enseignement, au fil de toutes sortes de choses. Et donc la société ne doit pas non plus tout attendre de l'agriculture pour se nourrir. Je pense que vous aussi, vous pouvez travailler un petit bout de pelouse pour aussi faire quelques-uns de vos légumes et pas demander à votre agriculteur voisin de vous faire ces légumes-là dont vous rêvez. Vous pouvez aussi vous retrousser les manches et participer à cette diminution de phyto en général. Et tant qu'à parler de phyto, il faut quand même peut-être redire une bonne fois pour toutes, il n'est pas normal d'utiliser des produits phyto de synthèse et des engrais de synthèse pour produire une céréale ou une plante et de là élever des animaux. Ce n'est pas normal. Le système a mis ça en place et l'a fait passer dans la normalité. Et moi, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, on ne considère pas ce système comme étant normal. C'est comme si vous étiez sous perfusion en général. Et ce serait vraiment chiant dans cet auditoire-là que tous vous seriez avec votre perfusion, là, à droite, à gauche. C'est un système qui est handicapé et pas normal. Et donc, par rapport à la mise en place de ce système, on assiste, on constate de fortes disparités entre les niveaux de formation agricole, dont le bio reste très malheureusement le parent pauvre. C'est un peu comme si, bah ouais, voilà, tu peux faire du bio, mais c'est un marché de niche, quoi. C'est quand même un peu bobo, un peu trop cool. Bah, en fait, non, il faudrait qu'on enseigne les bases autrement. Cultiver sans recours aux produits phyto et de synthèse, et puis éventuellement, si c'est malade, bah, faites une spécialisation en phytopharma, mais pas l'inverse. Maintenant, c'est l'inverse. Alors, il y a aussi, et je conclurai là-dessus, je pense, des dogmes qui sont à casser. L'agriculture ne nourrit pas la planète. Regardez le graphique qui est derrière moi, je ne l'ai pas inventé, je n'ai pas cherché longtemps pour le trouver. La science pourra me dire l'inverse et son contraire, mais voilà, il y a un moment, c'est peut-être le bon sens qui doit intervenir. Et même si on se trompe un petit peu avec le bon sens, de ce que j'ai entendu de ce matin, ça coûtera quand même moins cher que de faire intervenir le scientifique. Donc, regardez ce graphe-là. La planète n'est pas nourrie, même avec tous les gros efforts qui ont été faits en conventionnel. Par contre, l'agriculture va, elle, nourrir la planète en y ajoutant dans la nourriture sa part de crasse pour faire un maximum d'argent. Et selon l'UNICEF, on est passé de 1 enfant sur 10 à 1 enfant sur 5 qui est maintenant sujet à l'obésité. Donc on n'a plus seulement des problèmes de malnutrition, on a aussi des problèmes de malbouffe. Et ça, je ne sais pas comment vous allez la faire rentrer dans vos équations, mais ça va aussi plomber le budget. Alors, qu'est-ce qu'on fait après ce colloque, après un colloque comme ça? On pleure tous ou on se réunit en petits groupes pour essayer d'avancer? Merci pour votre attention.